Bon, bonjour à tous. Comme on m'a présenté, je m'appelle Yacine et je vais vous parler de mes travaux qui concernent les algorithmes robustes pour l'imagerie en radioastronomie. Avant de commencer, rapidement, du coup, un peu de contexte. Euh, ouais, sur la radioastronomie. Qu'est-ce que c'est que la radioastronomie? Donc, l'astronomie, de manière générale, c'est l'observation du ciel, et la radioastronomie, c'est l'observation du ciel dans le domaine des ondes radio. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des observations sur l'ensemble du spectre électromagnétique, et les astronomes et les astrophysiciens vont vont avoir des informations différentes en fonction de la longueur d'onde observée. Et il va y avoir donc des télescopes dont leur but dépendra de la longueur d'onde. Et la radioastronomie, c'est donc dans le domaine des ondes radio, et ce sont des télescopes terrestres, car ça fait partie avec les ondes visibles du spectre électromagnétique qui traverse l'atmosphère. Donc, comme on le voit, oui, l'instrument de mesure, ce sera un radiotélescope, et ce sont donc des antennes. Et la première génération de radiotélescopes, ça a été des antennes paraboliques, donc qui vont effectuer la somme cohérente du champ électromagnétique dans une certaine direction du ciel. Et dans ce cas-là, la résolution angulaire, elle va dépendre du diamètre de l'antenne, elle sera inversement proportionnelle au diamètre de l'antenne. Et donc, sachant que la longueur d'onde elle est fixée dans le spectre des ondes radio, on a construit des antennes qui étaient de plus en plus larges pour avoir une meilleure résolution, jusqu'à arriver à une certaine limite matérielle. Aujourd'hui, le grand télescope de ce type-là, il va faire 600 mètres de diamètre. Il se trouve en Chine. Et donc, c'est ce qui a poussé à l'essor de faire de la radiointerférométrie en radioastronomie. C'est-à-dire de construire plutôt des réseaux d'antennes. On va mesurer, plutôt que de mesurer directement le champ électromagnétique, on va essayer de mesurer la corrélation entre le champ électromagnétique à différents points de l'espace. Et donc, dans ce cas-là, la résolution théorique angulaire qu'on va pouvoir avoir, elle va être inversement proportionnelle à la plus longue distance dans le réseau. Donc, en ayant des capteurs qui sont très éloignés les uns des autres, on va pouvoir théoriquement reconstruire des images du ciel qui seront mieux résolues. Et donc, ça va apporter donc un certain nombre de problèmes de traitement du signal qui vont être associés, donc notamment la reconstruction de l'image à partir de l'ensemble des mesures de corrélation que l'on fait. Donc c'est de ça dont je vais vous parler, d'algorithmes d'imagerie pour la reconstruction d'image en radiointerférométrie. Avant cela, oui, je me présente rapidement. Donc oui, j'ai été diplômé de l'ANSET il y a quelques années maintenant, et après ça, j'ai été ingénieur algorithmiste chez Phasix, qui est aussi une PME qui est donc dans le plateau de Saclay aussi, qui travaille sur l'interférométrie aussi, mais pour des mesures physiques. Et donc c'est après ça où j'ai trouvé ce sujet de thèse, où je travaille sur le traitement statistique des signaux pour la radiointerférométrie. Dans une première partie de ma thèse, j'ai travaillé sur la calibration des radiointerféromètres, en prendre en compte la présence d'interférences. Et je me suis donc là ensuite intéressé au problème d'imagerie aussi en présence d'interférences. Donc mes travaux pour l'instant conduisent à une publication de revue et 3 publications de conférences. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler surtout donc, de la partie imagerie. Et donc je vais commencer par vous parler du principe de l'interférométrie, c'est-à-dire du modèle de mesure qui va être associé aux données et à la formulation du problème d'imagerie, pour vous présenter ensuite un premier algorithme d'imagerie par maximum de vraisemblance qui prend en compte la présence de bruits hétérogènes. Et ensuite, essayer de pousser un peu plus loin cette idée de robustesse en essayant de proposer une architecture, un algorithme d'apprentissage informé, donc à partir justement du modèle et de l'algorithme précédent pour l'imagerie interférométrique. Donc, le principe de l'interférométrie, donc, comme je disais, un radiointerféromètre, ce sera un réseau d'antennes, et donc la façon la plus simple dont on va pouvoir le représenter, c'est avec 2 antennes qui vont chercher à reconstruire une scène où on a un certain nombre de sources ponctuelles qui est fini. Et donc, les hypothèses qu'on va faire, c'est premièrement que les sources sont indépendantes entre elles, de sorte que le modèle qu'on va avoir sur les signaux, on va pouvoir l'exprimer comme étant la somme des composantes de chaque source. Et ensuite, on va aussi donc, supposer que les sources se trouvent dans le champ lointain, de sorte à ce que les ondes incidentes puissent les considérer comme des ondes planes. Et donc, en déduire un modèle qui va dépendre de la géométrie du réseau, c'est-à-dire de la position des antennes, de la longueur d'onde,
d'observation et de l'angle d'arrivée. Donc on va avoir chaque antenne va recevoir finalement le même signal avec un certain déphasage, du fait que ce sont des ondes planes qui arrivent sur le radiotélescope. Mais ce que va mesurer le radiointerféromètre, c'est les corrélations entre l'ensemble de ces signaux-là. Et donc à partir de ce modèle sur les signaux, on peut en déduire un modèle sur les corrélations qui sont mesurées. On va voir, donc, du fait de l'indépendance des sources, encore une fois, il y a la somme des composants de chaque source, de l'impact de chaque source. On retrouve donc la puissance des sources que l'on cherche à reconstruire et un déphasage qui va dépendre de la distance entre les antennes, du vecteur qui va relier les deux antennes, qu'on appelle la ligne de base. Donc ça, c'est ce qu'on a pour donc, deux antennes et dans un cas relativement simple. Mais pour un radiointerféromètre, le modèle de mesure va être un petit peu plus complexe, mais toujours dérivé de cette équation-là. On va donc essayer d'imager, de reconstruire une image du ciel, c'est-à-dire une portion de la voûte céleste dans un champ de vue qui est relativement étroit pour considérer justement que ce qu'on cherche à retrouver, c'est une image, c'est un plan d'une image. Et donc finalement, le modèle que j'ai ici est le même que précédemment, où mes XM, qui correspondent aux pixels de l'image, correspondent à la puissance pour une certaine direction du ciel. C'est-à-dire que donc, chaque pixel de mon image correspond à une direction du ciel, et je cherche à retrouver l'intensité pour chaque direction du ciel. Les L et M, donc les indices L et M correspondent au cosinus directeur, c'est-à-dire à la direction du ciel que l'on cherche à reconstruire. Et donc cette fois, on a deux composants puisqu'on cherche on se place donc dans un plan en deux dimensions. Et les indices U et V correspondent à ce que j'ai appelé donc, tout à l'heure la ligne de base, qui correspond aux coordonnées du vecteur qui relie les antennes P et les antennes Q dans ce cas-là. Et donc ce qui est intéressant à voir, c'est que le modèle d'une mesure du radiointerféromètre, dans ce cas-là, finalement, il correspond à une transformée de Fourier discrète de l'image que l'on cherche à reconstruire. C'est-à-dire que le radiointerféromètre, le message qui va échantillonner le plan de Fourier de l'image à des coordonnées qui dépendent du vecteur qui relie les antennes. Et donc à partir de ça, on peut construire un modèle sur le vecteur de mesure qui va contenir donc l'ensemble des corrélations pour tous les couples d'antennes qu'il va y avoir dans mon réseau, qui sera un modèle linéaire. La matrice du modèle, c'est donc une matrice de Fourier discrète. Donc, pour un peu mieux visualiser cette idée, donc, je représente ici, c'est une image satellite d'un radiointerféromètre qui se trouve aux États-Unis. Et ce qui est représenté ici, c'est donc le plan Fourier. Et ce que va échantillonner le radiointerféromètre, c'est l'ensemble de ces points. C'est-à-dire que chacun de ces points correspond à un couple d'antennes, c'est-à-dire aux coordonnées d'un vecteur qui relie deux antennes. Et donc, à un radiointerféromètre, on peut donc associer ce qu'on va appeler une couverture du plan UV, ce qui est donc l'ensemble des points de Fourier qui vont être échantillonnés. Donc, on voit bien une première idée de comment est-ce qu'on pourrait reconstruire une image à partir des mesures, et en faisant tout simplement une transformée de Fourier inverse. Donc, si l'image que je cherche à reconstruire est celle qui se trouve ici en haut à gauche, ce qui va être mesuré par le radiointerféromètre, ce sera donc sa transformée de Fourier, mais seulement aux points qui correspondent au plan UV de mon interféromètre. Donc c'est une transformée de Fourier masquée. Donc en faisant la transformée de Fourier inverse de cette transformée de Fourier masquée, on obtient donc, ce qu'on appelle la dirty image, ce qui va être donc une image dégradée, puisque on ne dispose pas de tous les coefficients de Fourier. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez le masque? Oui, un masque. Le masque, ça correspond à ce qui est mesuré par le radiointerféromètre en réalité. Non. Oui, c'est ça. En fait, on peut exprimer les mesures comme une transformée de Fourier masqué, du fait que... et donc, la dirty image, c'est juste faire une transformée de Fourier inverse, sachant qu'on a des coefficients de Fourier. Mais du fait qu'on n'a pas tous les coefficients de Fourier, on se retrouve avec une image qui est dégradée. Et donc, en fonction du radiointerféromètre, on va plus ou moins avoir de basse fréquence ou de haute fréquence. Ça va dépendre donc des positions des antennes. Et donc, le fait qu'on puisse l'exprimer comme ça aussi fait que cette dirty image, qui est donc une transformée de Fourier inverse d'un produit,
Elle peut aussi se voir comme une convolution. Une convolution entre ce qu'on va appeler la PSF de l'interféromètre, qui dépend donc des positions des antennes, avec l'image du ciel que l'on cherche à reconstruire. Et donc ça a donné naissance à une première génération d'algorithmes d'imagerie basés sur ce qu'on appelle l'algorithme CLEAN, qui est donc un algorithme de déconvolution. Il part de cette dirty image. Et l'idée sous-jacente, c'est de considérer que le ciel est composé de plusieurs sources ponctuelles dont on va retrouver justement l'impact dans la dirty image à travers la PSF. Et donc l'idée, ça va être de soustraire de manière itérative l'impact de chaque source en cherchant la source de plus haute puissance. Et donc c'est un algorithme qui est encore très utilisé sous des variantes un peu plus modernes, sur les règles d'interféromètre, surtout du fait de son implémentation qui est relativement simple. Mais il va y avoir une certaine limitation, notamment lorsqu'on va chercher à imager des objets qui ne vont pas suivre cette hypothèse de sources ponctuelles qui sont plus étendues. Et donc ça a donné lieu à d'autres méthodologies pour faire de l'imagerie, plus basées sur l'optimisation convexe, en ajoutant une régularisation parcimonieuse. Et donc, le choix de la régularisation correspond donc à l'a priori qu'on va avoir sur l'image que l'on cherche à reconstruire, donc sur l'objet qu'on regarde. Et ce qui a été proposé, c'est d'utiliser par exemple la norme L1. On va considérer qu'on a peu de coefficients nuls sur l'image, mais aussi donc, des représentations parcimonieuses dans des bases non nettes. Et donc ici, le vecteur Y correspond donc à mon vecteur de mesure bruit T, où j'ai un bruit additif M. Et donc, ce à quoi moi je me suis intéressé, c'est de partir donc, d'une méthodologie par optimisation convexe, mais plutôt de la regarder sous l'angle d'un maximum de ressemblance régularisée. Donc, parce qu'effectivement, ce même problème d'optimisation, on peut le voir comme un maximum de vraisemblance régularisée, où on fait l'hypothèse d'un bruit additif qui est gaussien. Et donc, l'intérêt, c'était donc dans mes travaux, ce que j'ai cherché à faire, c'est de chercher à voir comment modéliser justement le bruit de manière peut-être plus réaliste, en prenant en compte des bruits hétérogènes, et dériver aussi donc, des algorithmes de maximum vraisemblance régularisée à partir de ça. Donc, c'est la première partie de mes travaux. Et donc, parce que, effectivement, les radiotélescopes, les mesures des radiotélescopes sont affectés par un grand ensemble de perturbations. Et donc, même s'ils sont construits dans des zones géographiques où il y a peu d'émissions électromagnétiques, où on va même chercher à restreindre l'émission d'ondes radio, le fait que les antennes sont très sensibles pour capter justement des émissions qui viennent de très loin, elles vont aussi être sensibles aux moindres interférences électromagnétiques humaines. Donc, notamment les signaux de télécommunication, mais aussi, ça peut arriver, les lignes de haute tension, on va avoir au niveau des raccordements des impulsions électromagnétiques qui vont aussi apparaître dans les données. Et donc, dans le cas où ces interférences vont être de forte puissance, elles vont être facilement identifiables dans les données et donc pouvoir être filtrées, enfin détectées et filtrées, ou même retirer les données manuellement. Mais lorsqu'elles sont de faible puissance, lorsqu'elles apparaissent de faible puissance dans les données, elles vont être difficiles à détecter et vont tout de même avoir un impact sur la reconstruction puisque le bruit ne sera plus gaussien et homogène. Et donc c'est ce que j'ai cherché à modéliser avec des distributions en s'intéressant à la famille de distribution des gaussiennes composées. Donc, à la différence de la distribution gaussienne, ce sont des distributions à queue lourde, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir des valeurs qui s'éloignent de la moyenne est plus importante que pour une gaussienne simple. Et donc, elles sont modélisées comme étant donc, chaque bruit de mesure va être modélisé comme étant le produit entre ce qu'on appelle le speckle, qui est un bruit gaussien, avec un paramètre de texture qui va varier selon l'indice du vecteur et qui est aléatoire, donc qui modélise justement l'hétérogénéité du bruit. Et donc en fonction du choix, on va pouvoir avoir plusieurs distributions de gaussiennes composées en fonction du choix de la distribution de ce paramètre de texture. Donc par exemple, la T-distribution aura comme distribution pour paramètre de texture une inverse gamma. Et donc c'est ce que j'ai voulu utiliser pour modéliser mes données interférométriques. Donc chaque mesure, donc ici l'indice K correspond à un couple d'antennes, aura comme bruit additif
un bruit gaussien multiplié à un paramètre de texture aléatoire. Et donc, si on calcule la vraisemblance logarithmique ici, dans le cas général, sans spécifier une distribution pour le paramètre de texture, on se retrouve avec une vraisemblance qui est relativement difficile à maximiser. Et si on a voulu garder cette généralité dans un premier temps pour dériver un algorithme d'imagerie par l'algorithme d'espérance maximisation. L'idée justement qui est derrière cet algorithme-là, c'est lorsque la maximisation de la vraisemblance est compliquée, on va pouvoir, de manière itérative, converger vers un maximum local de la vraisemblance en maximisant une borne inférieure de la vraisemblance. Et en fait, cette borne inférieure, elle est calculée à chaque itération en fonction de l'estimé qu'on a actuellement et des données observées. Et justement, le jeu derrière l'algorithme M, ça va être de construire ce qu'on va appeler un jeu de données complet, c'est-à-dire les données observées complétées par des informations manquantes, à partir duquel on va dériver cette borne inférieure, qui sera l'espérance de la vraisemblance des données complètes. Et donc, on va chercher à choisir un jeu de données complètes qui va donner une étape de maximisation la plus simple possible à chaque itération. Donc, c'est ce que j'ai cherché à faire dans mon cas, où j'ai choisi comme jeu de données complètes, donc mes données observées, complétées comme information manquante, l'ensemble des paramètres de texture. Si j'avais l'ensemble des paramètres de texture, la maximisation de la vraisemblance est plus simple. Et donc, notamment, c'est ce qu'on montre, où on voit donc à l'étape d'espérance, donc à chaque itération, on calcule l'espérance de l'inverse du paramètre de texture. Et à l'étape de maximisation, ce qui va être intéressant, c'est qu'on retombe sur un problème d'imagerie dans le cas d'un bruit homogène. Et donc, cette étape de maximisation, on va pouvoir l'implémenter de manière relativement simple, car il existe des méthodes pour la résoudre, et notamment déjà implémentées sur des radiointerféromètres. Donc, l'intégration dans un pipeline de radioastronomie, de radiointerférométrie, pourrait être relativement simple du fait que l'étape de maximisation correspond à un problème d'imagerie sur bruit homogène. Donc, dans la suite, je montre cet algorithme-là dans le cadre d'une T-distribution, c'est-à-dire d'un paramètre de texture distribué selon une inverse gamma. Excuse-moi. Oui. Et puis bruit homogène, bruit gaussien. Oui. Oui, pardon. Dans le cadre d'une T-distribution, où l'étape d'espérance va être calculable. Et pour une régularisation parcimonieuse, pour la régularisation, je prends une norme L1 et je rajoute cette étape de maximisation par un algorithme ISTA. C'est-à-dire de manière itérative, on vient faire une étape de descente de gradient, puis un seuil H2, donc à chaque étape, et là on va converger vers la solution de l'étape M à chaque itération, de l'étape de maximisation. Mais ce qu'on a voulu ensuite regarder, c'est d'essayer de prendre dans cet algorithme-là, lorsque j'ai fait mon choix de jeu de données complète, je n'ai pas pris en compte le modèle de radiointerférométrie qui est un modèle de Fourier en réalité. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait peut-être accélérer, avoir un algorithme plus rapide en essayant de prendre en compte ce modèle. Donc effectivement, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. J'avais juste une question. Oui. Les paramètres de la distribution T, vous l'assumez connu ou vous l'estimez pendant l'itération? Pour l'instant, moi je l'assumais connu, mais il y a des méthodes aussi ça pour l'estimer. Bah, si, dans ton algorithme, Non, moi je ne l'ai pas estimé. Pour l'instant, j'ai fait juste un algorithme d'imagerie où je le considère connu. Donc, parce qu'en fait, je me comprends du coup, parce que s'il est fixé, oméga, s'il est connu, c'est tout. Non, c'est pas tout qui est connu, c'est nu, c'est le sinon c'est de l'univers. Ok, pardon, oui, sinon non, c'est texture est bien estimée. Et donc, là, on a voulu voir si on pouvait accélérer l'étape de maximisation, avoir une étape de maximisation qui est plus pertinente au vu du modèle. Ce qui est fixé, c'est le fait que ce soit une possibilité des students. C'est ça, avec un certain degré de liberté.
Mais on pourrait aussi estimer, supposer qu'il y a une telle distribution et essayer aussi d'estimer ce paramètre, l'hyperparamètre qui est lié à la distribution. Et donc là, on a voulu voir si on pouvait avoir une étape de maximisation qui serait plus pertinente au vu du modèle. Donc on est reparti du fait que le modèle, c'est un modèle de Fourier. À la base, le radiointerféromètre mesure les coefficients de Fourier. Et donc en radioastronomie, sur les radiotélescopes, du fait de l'échelle des données qui est relativement grande, il y a une approximation de ce modèle qui est faite. Car donc, c'est des échantillons de Fourier sur des coefficients qui sont non uniformes, du fait que ça dépend des positions des antennes. Donc on ne va pas pouvoir implémenter l'évaluation du modèle par un algorithme de FFT. Alors, pourtant, du fait de l'échelle de la taille des données, ça pourrait être intéressant pour les radioastronomes d'implémenter l'évaluation du modèle avec la FFT. Et donc, quelque chose qui a été fait, c'est d'approximer ce modèle en deux étapes. Une étape d'interpolation des coordonnées qui sont effectivement mesurées sur une grille uniforme pour pouvoir ensuite appliquer la FFT. Donc, c'est ça qu'on a voulu essayer de prendre en compte dans une deuxième partie, dans l'algorithme, dans le choix des jeux de données complexes. Et donc, là où tout à l'heure, j'avais seulement les paramètres de texture comme information manquante, j'ai rajouté cette fois d'avoir une transformée de Fourier complète bruitée sur une grille uniforme. Et l'idée, c'est à partir de cette information supplémentaire-là, mon étape de maximisation, elle se fera aussi sur une grille uniforme, et donc sera potentiellement plus simple à effectuer et plus rapide. Donc c'est effectivement ce qu'on voit, où cette fois, dans mon étape d'espérance, je calcule additionnellement l'espérance de la transformée de Fourier d'image sur une grille uniforme. Ce qui m'amène donc à une étape de maximisation qui s'apparente à une reconstruction de l'image à partir de sa transformée de Fourier bruitée sur une grille uniforme. Et donc qui donne lieu à d'autres méthodes aussi pour résoudre cette étape de maximisation. Et, oui. Ouais. Les données, donc tu as ton image X, on fait la transformée de Fourier uniforme, ça te donne ça. modèle. Ouais. Ensuite, tu as un terme d'erreur, ou bruit. Oui, en fait, ouais, c'est ça. La décomposition, alors c'est pas une décomposition qui est physique. C'est vu que le modèle, c'est une approximation du modèle, c'est plus un artifice calculatoire pour se débrouiller pour avoir l'étape de maximisation que je veux. Et donc effectivement, j'assume la décomposition, je décompose sachant mon paramètre de texture. Je regarde mon modèle sachant mon paramètre de texture. Du coup, mon bruit additif dans ce cas-là, il est gaussien. Et là, je décompose du coup mon bruit en deux composantes, une qui sera sur le cas. Donc, du coup, tu as un SFX, ouais. Et puis tu as un terme d'erreur qui vient de E et qui vient de B. C'est ça. B, c'est celui de tout à l'heure, donc gaussien composé. Non. Enfin, gaussien avec un taux fixé. Non, tout à l'heure, il était noté N, je crois. Ah, N, pardon. Le... Justement, c'est ça que je voulais. Parce que avant, tu avais un bruit N, puis maintenant, tu en as deux. C'est ça. Et en fait, c'est une décomposition. Ce qui est implicite, c'est qu'il y a une décomposition du bruit ici en deux. En deux, c'est ça. Il va y avoir S fois E plus B. C'est ça. Donc B et E, je suppose qu'ils sont gaussiens. C'est ça. Mais alors, du coup, gaussien quoi? Avec quelle variance ouais, voilà. C'est ça. Alors, en fait, ce qui n'est pas dit ici, c'est qu'on fixe la variance de E. Et pour avoir les bonnes conditions sur les matrices de covariance, la covariance de B est aussi fixée. C'est pour ça que ça reste un artifice calculatoire avec on a une condition ensuite sur la variance de E qu'on peut choisir, mais on n'a pas de modélisation physique derrière. Et après, pourquoi tu as les taux pour les vecteurs? Ici si B et E ils sont gaussiens. Après, comment tu réutilises les modèles T? Je n'ai pas compris exactement le lien entre B, E et N. Et N, ok, j'aurais dit. En fait, la décomposition, elle suppose que, sachant taux, je peux décomposer ce bruit-là comme étant
S fois E plus B. Ah, ok. Conditionné à taux. À taux. Et c'est pour ça qu'ils apparaissent ici. Pour que dans mon état d'espérance, je puisse dire que je suis sachant taux. Sinon, je ne pourrais pas, si là c'était une gaussienne composée, j'aurais pas pu faire cette décomposition du bruit. Ouais. Et après, l'expectation maximization, il faut assumer que Z est gaussien aussi, ou Oui, ça ouais. il y a une assumption en plus. Parce que là, c'est ici qu'on dit que Z est gaussien, en fait. oui, Puisque E est gaussien, Z est gaussien. Z est gaussien, mais conditionné à taux. Oui. En général, Z, pas conditionné à taux, il n'est pas gaussien. Ah non, oui. Oui. Si tu as des possibilités avec le même de liberté, si ce n'est pas le même de liberté, ça va être extrêmement compliqué de résoudre. Et on voit qu'avec les deux libertés qui sont différents pour un même de liberté pour les deux, les performances ils sont vraiment très similaires. Donc voilà, donc c'est comme si on pouvait exploser en deux. Avec le même de liberté pour que ce soit facile, que ce soit faisable, mais Donc oui, après l'intérêt, nous, qu'on y voyait, c'est d'avoir une étape de maximisation qui sera sur la grille de Fourier uniforme. Et effectivement, si on compare maintenant deux ISTA pour l'étape de maximisation, il va y avoir que l'évaluation ici du gradient et du modèle va pouvoir se faire avec l'algorithme FFT. Là, on devait le faire avec un produit matriciel ou avec l'approximation, justement, qui coûtera plus cher en complexité. Je vous montre un peu quelques résultats numériques du coup, sur ces deux algorithmes-là, où j'ai généré des visibilités à partir d'un modèle de ciel que je me suis donné. Et j'ai perturbé les données par un bruit T distribué. Et pour le premier algorithme, j'ai testé deux étapes de maximisation, soit l'algorithme STACK, qui est censé résoudre le problème généralisé avec une norme L1, soit avec l'algorithme CLEAN, qui, pour le comparer justement à CLEAN, car il sera plus facile d'implémentation sur des pipelines réels, et aussi se comparer avec l'approximation, l'ajoutant l'approximation qui permet d'utiliser la FFT. Donc ce qu'on voit, c'est qu'un clean classique va moins bien reconstruire l'image faite du bruit hétérogène, enfin du bruit distribué, alors que lorsqu'on considère dans la modélisation, l'image est mieux reconstruite. C'est ce qu'on voit un peu mieux lorsque l'on regarde plusieurs métriques. Donc j'ai pris comme métrique la SSIM, qui est la similarité structurelle. C'est plus une mesure de perception entre l'image estimée et l'image réelle. Le SNR, qui est dérivé du MSE entre les deux images. Et la cross-corrélation normalisée, c'est un estimé de la corrélation entre les pixels de l'image. J'ai utilisé sur certains papiers en radioastronomie. Et donc on voit, pour l'ensemble des mesures, effectivement, prendre en compte la modélisation du bruit va apporter de meilleurs résultats. Ce qu'on voit effectivement aussi, c'est que mieux résoudre l'étape de maximisation donne de meilleurs résultats. Mais par contre, l'approximation qu'on fait, enfin le second EM où on a un jeu de données complet qui vient prendre en compte le modèle de Fourier, on ne va pas forcément avoir de meilleurs résultats. Donc ça peut être du fait peut-être de la convergence qui n'est pas allée au bout, ou du choix des hyperparamètres. Mais ce qu'on voit malgré tout, c'est que quand on compare le temps d'exécution, quand je mesure le temps d'exécution sur le CPU, on a quand même un gain significatif, enfin un gain en tout cas, la x2, au moins x3, sur le temps de calcul en fonction de la dimension du vecteur de mesure. Ouais. Ouais, du coup, je me disais, tu pourrais rajouter une troisième comparaison parce que si tu. Avec un gaussien, je vais rajouter avec un ISTA qui considère un gaussien. Non, c'est pas ça. Ce que je pensais, c'est que du coup, tu montes un modèle H. Là, tu as une matrice et tu fais une matrice vecteur. C'est ça? Ouais. Sur l'approximation par FFT. Ouais. C'est comme ça que tu as mis en œuvre. Du coup, tu. Ah non, l'algolin, il est mis en œuvre avec l'approximation, justement. Oui, tu en as deux. Tu as EM et FFT-EM. Oui, mais l'EM, l'évaluation du modèle de l'EM, il utilise l'approximation où on fait une convolution, enfin une interpolation et une FFT. D'accord. Ouais. Donc, c'est pas une matrice, mais Ouais, c'est pas juste une FFT, quoi. Il y a le grading. Voilà, c'est ça en plus.
Du coup, ce que tu as fait, c'est que tu as enlevé cette étape de grading, en gros. Ouais, Dans dans l'étape de l'action, l'action. on gagne Ah, ouais. un facteur 3 en temps. Ouais. Par contre, ça a produit une erreur qui est prise en compte, Ouais. modélisée Mm. par ta variable auxiliaire Z. Ouais. Et du coup, ce que tu as testé, ce que ça donne si tu zappes Z. C'est-à-dire si tu dis, ah, bah, maintenant c'est une FFT. Juste une FFT. Sans bruit. Ouais, voilà. Ça voudrait Donc, dire. pour voir ce qui se passe en termes de performance, Ouais. ça va avoir un gain en temps. Et du coup, j'imagine aussi en performance encore moins bien que FFTEM. Oui, ça voudrait dire que la variance du bruit dans mon Z, elle serait très petite. Oui, ou que tu négliges tout simplement l'approximation introduite par la FFT. Tu considères que faire une FFT, c'est vrai. C'est juste. Ah, d'accord, que les points sont exactement sur. Voilà, ouais. Ouais. Et parce que c'est un peu ce qui se passe des fois aussi. Hein. Oui, ce qu'on voit justement l'implémentation, c'est vrai qu'on voit que c'est quasi exact. Et donc, bah, moi, je serais intéressé par avoir le résultat de bah, si je fais juste le choix de la FFT pour gagner en temps, et puis que je néglige le fait que ça introduit une erreur, qu'est-ce que ça donne en termes de qualité d'image pour montrer le gain, l'apport de cette modélisation. C'est-à-dire que sur cette modélisation, j'aurais ici quelque chose de variance nulle, enfin, quasi nulle. Bah, que dans cette écriture-là, oui, c'est ça, Oui, ça peut être testé. Effectivement, ça va. Ouais. Ah, je pense que c'est très intéressant à regarder pour justifier cette modélisation. J'ajoute un terme d'erreur qui vient prendre en compte mon erreur de modèle direct, mon erreur de modèle d'observation. Pour le justifier. Tu auras la même performance en temps, mais ça va dégrader. Bon, en termes de temps, j'imagine que ça devrait Ça devrait pas changer. Ça devrait pas changer, oui, en termes de temps, parce que c'est le même algo finalement qui va tourner avec une petite valeur de. Oui, voilà. Enfin, je pense que ce sera intéressant. Moi, je serais intéressé pour voir le résultat. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, là, le paramètre justement de la variance de ce bruit E, c'est un truc que je fais un hyperparamètre à fixer. Mais il faut qu'il respecte donc, une condition pour que le modèle, la décomposition du bruit soit valide. Mais donc, il faut qu'elle soit, si je me bien, c'est qu'elle soit inférieure à la valeur propre de l'opérateur de cleaning. Et ça dépend donc, de chaque paramètre de texture estimé. Mais donc, je pourrais le mettre à une valeur très petite justement pour voir ce que ça donne. Ouais, ou faire tout simplement un autre algo qui suppose même pas. Ouais, qui suppose même pas. On a l'algo d'avant, sauf que au lieu de H, tu enlèves les petits graining et tu une affecté. Ouais. Enfin, non, mais oui, il faudrait que je le pose. Je pense que ça permettrait aussi d'aller dans le sens de cette modélisation. Dire que c'est voilà, c'est un apport. Ok. Par rapport à quelqu'un qui dirait juste, bah, moi je fais une FFT et puis ça marche pas bien. Ouais. Ouais, il faudrait que je regarde. Mais, parce que du coup, dans la suite de ça, parce que nous, une fois qu'on arrive là, on s'est plutôt dit qu'il y a d'autres erreurs de modèle possibles sur le choix de la distribution du bruit. Enfin, il faut faire le bon choix de distribution du bruit. Et si on a envie de choisir une distribution du bruit pour laquelle l'algo est difficile à dériver, enfin l'étape d'espérance est difficile à faire, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé, donc le dernier chapitre, sur essayer de voir comment on peut faire de l'apprentissage informé à partir de cette. Oui. J'avais non, question. J'avais deux questions. Un, c'était. Je n'ai pas bien compris la métrique que tu as utilisée parce que l'algorithme EM, il converge à l'algorithme de maximum likelihood et il minimise la valeur, l'erreur mean square, la valeur. Et est-ce que c'est parce que, ok, ici, bon, moi, je ne suis pas expert de l'astronomie, mais on m'a dit, on a l'algorithme en rouge qui a des performances moins bonnes que les verts, mais est-ce que c'est la métrique que tu as utilisée est liée au mi-scolaire? Parce que le M, il minimise le mi-scolaire. C'est ici,
Si la métrique est différente, Là, le N, il ne va pas minimiser l'erreur quadratique en réalité, puisque la vraisemblance, elle est plus compliquée que juste une erreur quadratique. Mais la question, c'est-à-dire normalement, là, j'aurais dû avoir une meilleure. non, c'est juste pour comprendre. Parce que on va dire, si on utilise un algorithme qui minimise un métrique, Mhm. et après on utilise un métrique Pour différent comparer. pour comparer, Mais je pense que la différence, c'est le fait que ce n'est pas les mêmes DQM qui sont minimisés, puisque les matrices H ne sont pas les mêmes. Mhm. c'est différent. En fait, là, il compare deux approximations de modèles directs, de modèles d'observation. Les modèles, c'est pas les mêmes. Les deux H sont différents. Ok, bon alors. Enfin, je sais pas. Hein. C'est ça, Donc, regarde là l'erreur quadratique sur les images directement. Et Non, mais c'est les modèles différents, oui, on peut. Oui, c'est. Je suis étonné que Clean soit aussi pourri là, dans la méta ici. En fait, j'ai trouvé ça difficile de. Enfin, Clean, il est facile à programmer, mais j'ai trouvé ça difficile de le faire marcher. Ok, oui. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler. Et j'arrivais à bien le faire marcher quand il n'y a pas de bruit, ça marchait bien. Mais dès que je commençais à rajouter du bruit. Et en fait, pour le SNR, justement, là, ça marchait vraiment pas bien. Parce que ça dépend du MSE, et donc l'échelle était pas bonne. Enfin, l'image était bonne, mais l'échelle n'est pas bonne. Et c'est un peu ce qu'on voit sur les autres métriques. Par exemple, celle-là où la SSIM qui mesure la différence de similarité entre les images, au niveau de la perception, il est moins bon, mais il déconne pas non plus complètement. Et ta source, qui est diffusée. C'est deux petites sources gaussiennes. Alors, c'est pas non plus voilà. C'est pas des sources ponctuelles, mais peut-être là, on voit pas très bien avec la luminosité, mais ça se diffuse un petit peu. En tout cas, on voit que le clean, il peut vraiment retrouver les pixels. Quoi. On trouve vraiment les pixels. Mais en fait, on voit, s'il y avait que ça, peut-être l'erreur serait pas si terrible, mais là, donc l'échelle aussi est Parce que sur ton image finale, le Clean, ça ressemble le Clean, c'est qu'à la fin, ils convolvent l'image finale. je faisais ça avec Ok, un. d'accord. Et donc, j'ai convolué avec une gaussienne. C'est vrai que là, l'amplitude est aussi bizarre. Ouais, c'est ça. Mais quand je. Ça, c'est un peu un problème à ce moment-là. Non, mais il y a peut-être à revoir sur mon implémentation, mais enfin, ça marchait bien sans bruit. Sans bruit, je reconstruisais la bonne échelle. Bon, alors, tu as plein d'algos déjà codés. Hein, Oui, mais ouais. Non, ça, je voyais les algos déjà codés, mais ça mettait plus de temps à tourner quand même. Quand je veux faire des Monte Carlo, si je veux, donc il faut passer par des mesures. Enfin, c'est des algos qui prennent en entrée des mesures, des fichiers, des bases de données de mesures. Donc, il faut que je fasse, si je veux faire de Monte Carlo, il faut que je génère mon bruit, que je le mette enfin, techniquement, mais c'est vrai que ce serait plus intéressant dans la suite. Ce que j'aimerais faire, ce serait de me comparer sur des cas, justement, sur un algo comme ça. C'est-à-dire implémenter Clean à partir d'un algo qui est déjà implémenté. Enfin, d'avoir Clean qui est déjà implémenté et d'avoir mon EL qui va utiliser aussi ce Clean qui est déjà implémenté. Pour justement vraiment tester l'implémentation sur un pipeline qui est existant. Donc là, c'est vrai que c'est moi qui l'ai programmé et du coup, c'est moins intéressant que si j'avais utilisé un pipeline déjà existant. Là, on sent quand même que le problème est du fait que voilà, c'est vraiment pas homogène parce que quand tu fais le clean, Oui, ça fonctionne, ouais. très bien. C'est le même algo que j'utilise avec le même réglage. Ouais, mais peut-être une amplitude de 0,2 pour l'entrée, c'est 10. L'entrée, c'est 8, ouais, c'est ça. Mais, Le clean, il n'est pas sorti trompé à ce niveau-là. Quand t'as un rideau, c'était sur la problème d'échelle, c'est que ta texture. Avec des histoires de bruit, sur la dynamique, ça retrouve un truc assez ponctuel, parce que finalement, c'est la parcimonie, quoi, c'est un AMP. Oui, sur l'amplitude qui se trompe à ce point-là, sur l'amplitude. C'est pas l'expert de tout, hein. Ouais, pour l'amplitude, c'est pas un peu bizarre. C'est pas bizarre. Ouais, je pense que. Peut-être mon implémentation il y aura. Encore sur le fait que ça ne retrouve pas exactement le gaussien, si Ouais, voilà. implémenter les clean qui est fait pour le clean simple uniquement les points. Ouais, c'est ça, c'est le Globalement, pour l'amplitude, c'est vrai que
Comment est construit clean, c'est-à-dire que En fait, j'avais comme paramètre réglé, j'avais le damping factor. Et je crois que c'était à peu près tout que j'avais. Et la largeur de ce que j'utilise pour reconstruire du quotient pour reconstruire. Et, et donc, je l'ai fait fonctionner sur un cas avec le rubrique gaussien classique. Et après, j'ai utilisé la même brique pour tout. Et Après, c'est pas un algo très rapide, hein. peut-être j'aurais pu le laisser plus longtemps. Ouais. Peut-être il y a pas de une fois comme ça, il a été fait avoir sur un algo. En fait, c'est juste, je n'avais pas fait tourner son auto. Ouais, C'est mal conditionné, hein, comme problème. d'accord. Ouais. Oui, c'est vrai que surtout si c'est pas ponctuel. Enfin, je sais pas ce que tu as utilisé exactement comme masque dans Fourier, mais. J'ai utilisé celui que je vous ai montré plus loin. Du coup, c'est très mal conditionné. Oui, il manquait beaucoup de Fourier. Ouais. Mais ouais, dans l'idée de la suite, ce serait d'avoir quelque chose qui est déjà implémenté, déjà optimisé. C'est juste de se comparer et voir justement aussi l'impact que ça a quand on rajoute la modélisation du modèle. Pour revenir un peu aux critères optimisés par l'algorithme N, Ouais. dans votre transparent, c'est possible de revenir au transparent 15 peut-être. Peut-être celui d'après. Après, Ouais. En fait, l'algorithme M, le critère optimisé par cet algorithme, c'est bien la vraisemblance du paramètre à estimer, sachant les données observées. C'est une maximisation locale. On est bien d'accord. Pourquoi vous mettez ici la bande inférieure définie à partir des jeux de données complètes? Donc l'algorithme qui cherche à maximiser, à la fin, c'est la vraisemblance. Tout à fait. Donc, à partir de- voilà. Mais vu que ce que je montrais, c'est qu'ici, elle est, dans le cas général, elle va être pas simple à maximiser directement. Tout à fait. L'idée derrière l'algorithme M, c'est de maximiser une borne inférieure, itérativement de maximiser une borne inférieure. Pas vraiment. Pourquoi une borne inférieure? Parce qu'en fait, on suppose que la maximisation de la vraisemblance, la maximisation directe est difficile. Et du coup, ce qu'on fait, c'est on calcule l'espérance de cette vraisemblance, ou de la vraisemblance, c'est pareil. L'espérance de ça, sachant les données observées. Et on fait l'espérance par rapport aux données manquantes. Oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle la quantité Q. Ouais, c'est ça. Q de X, sachant une valeur courante, soi-disant, de X. Oui. Voilà. Et X, c'est le paramètre à estimer, bien entendu. Oui. Voilà. Donc, c'est évidemment d'une borne inférieure. Pourquoi vous mettez borne inférieure? Je me demande même si ce n'était pas un peu ça la confusion avec l'erreur quadratique moyenne, éventuellement. C'est inférieur c'est tout, enfin, ça reste inférieur tout le temps à ce que je cherche à maximiser. Mais c'est égal exactement à la vraisemblance au point de l'estimer comment. De toute façon, à partir du moment où on maximise, c'est plus grand que quelque chose, soi-disant. Le résultat C'est-à-dire grand ou égal. le maximum de cette fonction-là sera toujours inférieur à la vraisemblance que je cherche à maximiser. Tout à fait, mais je ne comprends pas pourquoi il y a une idée de borne inférieure. Mais c'est peut-être pas le bon mot, effectivement. On ne voit pas de borne inférieure. Non, mais c'est quoi? Dans la peau des convergences de l'algorithme M, on peut montrer que la succession de fonctions Q est toujours inférieure à la vraisemblance. Donc, pour chaque Q de la succession est en borne inférieure de la vraisemblance. Dans la courbe de la convergence. Mais le coup, comment on le calcule dans ce cas? Justement, à chaque itération, on recalcule cette fonction-là. Ça dépend de ce que je cherche à maximiser et de l'estimé courant. Donc, à chaque itération, on calcule ça et on maximise. Ouais. C'est une quantité Q qu'on calcule et qu'on maximise par rapport à X. Là, par exemple. Mais encore une fois, le terme borne inférieure, à mon avis, il est très mal choisi. Il ne fait aucun doute à mes yeux. Je ne suis pas sûr que le terme qui est utilisé dans la littérature, mais en tout cas, ça reste. À regarder, à vérifier, mais ça m'étonne. Mais, Il y a une question là-dessus sur tu connais la structure générale classique avec les major loop et les minor loop. pour le clean. Pour clean, les autres algorithmes. Oui. Là, du coup,
tu as comme boucle, tu as une major loop, c'est le M global, et tu aurais une sorte de. Oui, oui, alors en fait, donc, pour celui-là, Ouais. si je prends celui-là, donc en fait, ce que je dis ici, c'est que l'étape de maximisation, on va pouvoir la faire avec une minor loop, si je ne me trompe pas. Parce que tu n'as plus le grading des gradings. Il n'y a plus le grading des gradings, mais quand même, on va avoir besoin ici des vraies visibilités. Enfin, de repasser de faire l'évaluation du modèle. Et donc à cette étape-là, l'étape E, j'ai besoin de faire mon grading quand même des gradings. Ah, tu as besoin d'un grading des gradings. Dans l'étape E. Et l'étape M, là, pour le coup, bah, si on peut dire ça, ce serait une minor loop. Et là, ce serait une major loop, je pense. Enfin, faut peut-être, c'est une mauvaise idée de comparer directement major loop, minor loop, petit. Oui. Mais c'est vrai que c'est un problème. Il faut savoir le nombre d'itérations, grosso modo, parce que dans les algorithmes classiques, je crois qu'ils font à peu près, pour corriger, que 3 ou 4 major loop appellent à une breeder des breeders. Ouais. C'est très coûteux. Et après, il y a la minor loop qui est une déconvolution, la sur la dirty. Et là, par contre, on peut faire plein d'itérations. Donc là, dans ta structure d'algorithme, je vois 2 grandes boucles. C'est ça. Tu lances le M. Et dans le E, tu vas faire un breeder des breeders. Voilà, et dans le M, on pourra faire un grand nombre d'itérations pour résoudre l'étape de M. Voilà. Du coup, en pratique, là, tu as fait combien d'itérations Là, bah, pour les images que j'ai montrées ici, j'avais fait 10 itérations pour la grosse loop et 100 pour la petite. Après, alors c'est sur cet exemple d'image, je ne saurais pas, les images sont 64 par 64, il y a 2 sources, je ne sais pas si ça s'extrapolerait bien sur d'autres données, c'est un peu aussi ce que j'ai envie de tester là, justement, voir comment s'intégrer bien avec les minor loop, major loop. Et dans un premier temps, avec le premier algorithme simple, dans un deuxième temps, avec l'algorithme qui prend aussi en compte la FFT, où là, l'étape M, elle ne va pas avoir besoin du tout, enfin, il y aura peut-être moins besoin justement de revenir dans l'espace des visibles. Quand tu as fait tourner, tu t'es comparé. Là. Ouais, le gain en temps, il vient d'où alors? Parce que dans l'étape E, tu fais quand même un breeder de tout gars. Oui, c'est ça. Le gain en temps, il vient vraiment juste du fait, du fait que dans mon ISTA, je vais avoir un grading en plus ici, alors que là, il n'y a pas besoin, je suis déjà dans l'espace gridé. En fait. Et je fais mon étape de maximisation sur l'espace gridé. Tu as quand même un breeder des breeders dans le E, c'est ça, ouais. Du coup, c'est pour ça que ça met quand même un peu de temps. Mais une fois que j'arrive à l'étape de maximisation, ici, ça dépend plus du tout de la dimension du nombre de mesures, en fait. Ça dépend juste de la taille de l'image. Parce que je vais utiliser la FFT directement, je suis directement dans l'espace de Fourier uniforme, alors qu'au-dessus, ça dépend de la visibilité, donc de la dimension du nombre de mesures. La dernière ligne, c'est ce qui ressemble vraiment à ce qu'il appelle une minor loop, en Ragostro, la dernière. Et l'avant-dernière, c'est un algorithme d'imagerie. C'est que des major loops. Voilà. À chaque fois, tu fais grading, dégrading. Voilà. Et du coup, là, ce serait plus lent, alors que là, ce serait une minor loop. Et la major loop, ce serait la E. Parce que là, du coup, on n'aurait plus besoin de revenir sur l'espace dégridé. Okay. Alors que là, on est obligé de faire l'aller-retour. Donc, en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une comparaison de temps de reconstruction avec le major loop, minor loop classique. Oui. Ce serait ça c'est ça que je cherchais. Donc, non, mais pour l'instant, j'ai pas, mais c'est ça le. Tu vas peut-être laisser le collègue de l'ex-Smirnov. Landman, voilà, qui m'a envoyé qui m'a donné le lien vers son GitHub où il a justement implémenté un clean qui s'appelle PFB. Et donc l'idée, ce que j'essaie de faire, c'est de voir comment est-ce que moi je peux intégrer juste l'étape E pour pouvoir faire un clean qui prend en compte ça. Et du coup, là, je peux voir le temps, les erreurs sur me comparer vraiment à clean. Me comparer vraiment à un pipeline de Radiostro et l'impact du bruit. Rapidement pour la dernière partie, donc c'est de
de partir de cette modélisation-là et de cet algorithme-là et de voir comment on peut construire un algorithme d'apprentissage. Donc en fait, nous on a une approche jusque-là qui est plutôt, qu'on appelle traitement du signal classique. On a un modèle physique de mesure à partir duquel on a un problème d'optimisation. On a déroulé un algorithme itératif et on a donc des résultats qui sont interprétables parce qu'on sait que, enfin, on a modélisé le bruit, on a modélisé la physique. Mais par contre, on va avoir une sensibilité aux erreurs de modèle et au choix de la distribution, notamment du bruit. Alors qu'on a d'autres approches qui commencent à arriver aussi de plus en plus en radiointerférométrie. Par apprentissage profond, on va avoir un modèle qui est beaucoup plus complexe, avec plus de paramètres, qui ne sont pas forcément du tout, enfin, qui ne sont pas être interprétables physiquement, mais dont les performances vont être optimales sur la distribution d'entraînement et aussi par les distributions de tests, on a pu vérifier que ça fonctionne. Donc on va avoir un grand jeu d'entraînement, généralement pour être sûr que ça va bien fonctionner, un grand nombre de paramètres pour vraiment modéliser, être sûr de modéliser la complexité de ce qui se passe. Et ce qu'on voit un peu aussi de plus en plus, c'est d'essayer de faire la synthèse des deux. Donc l'idée, c'est l'idée de déploiement neuronal. Et donc c'est un peu à ça qu'on a voulu voir, est-ce qu'on peut s'intégrer du coup maintenant avec notre modèle et notre algorithme. L'idée qu'il y a derrière donc, le déploiement neuronal, c'est qu'on part d'un algorithme itératif. Donc ça, c'est un algorithme générique où je cherche à chaque itération, j'ai un paramètre à estimer et j'ai une fonction d'actualisation qui dépend de mon modèle et du problème d'optimisation. Et il y a un certain nombre d'hyperparamètres qui sont liés, il y a aussi l'information du modèle, les matrices du modèle, etc., qui sont dans le θ. Et donc, en fait, on peut déplier cette structure-là, l'algorithme itératif, sur un certain nombre d'itérations. Et ensuite, voir, donc ça nous donne une architecture de calcul, donc un modèle finalement, à partir duquel on peut construire un réseau de neurones, et ensuite voir quel poids et quel hyperparamètre on peut chercher à prendre, là, cette fois, à partir de données. Donc, il y a aussi la possibilité d'ajouter une flexibilité par rapport à l'algorithme original, en reparamétrisant éventuellement certains hyperparamètres. Mais surtout, on va avoir une vraie spécialisation sur des données d'entraînement. Donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. On est parti du premier algorithme que je vous ai montré. On a juste, comme dans l'étape E, tout simplement l'étape de l'espérance des paramètres de texture. Et dans le cas d'un ISTA, pour l'étape de maximisation. Donc ici, seulement une itération de l'ISTA. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut pour représenter cet algorithme itératif de manière dépliée. Donc ça, c'est juste une itération du dépliement. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est pour chaque... on voit qu'il y a plusieurs structures dans ce dépliement. Une partie qui va dépendre seulement du modèle, de la matrice H. La partie ici qui dépend de l'espérance qu'on est censé calculer et le seuillage doux pour le ISTA. Donc, pour chacune de ces parties, on a cherché à voir est-ce qu'on veut rajouter une flexibilité et qu'est-ce qu'on va chercher à apprendre. Donc, nous, on a voulu garder une interprétabilité. Du coup, on n'a pas mis deux couches différentes. Lorsqu'on a une multiplication avec la matrice du modèle, on n'a pas mis deux couches différentes, on a mis une seule couche qui est une couche linéaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment apprendre le modèle. On va essayer d'apprendre la matrice du modèle à partir de données. Et notamment, ça, comme je vous montrerai après dans les expériences que j'ai essayé de faire, c'est qu'on essaie d'être robuste ici aux erreurs du modèle, notamment à cause d'artefacts dus à une mauvaise calibration des données. Pour le calcul de l'espérance ici, c'est là où on a voulu rajouter une flexibilité. Donc, ne pas faire d'a priori sur la distribution du bruit et d'essayer d'apprendre cette transformation, donc le calcul de l'espérance, à partir des données. Donc, bien sûr, ici, on s'éloigne de l'algorithme original et on s'éloigne de la modélisation statistique. Là, on ne va pas pouvoir dire que le réseau de neurones que je vais utiliser pour approximer cette espérance correspond à une certaine distribution, mais on va supposer que l'apprentissage va faire en sorte que ça va garder une robustesse par la spécialisation sur les données. Et donc, on a choisi une architecture qui est relativement simple, avec 3 couches linéaires et des fonctions d'activation qu'on voit un peu dans la littérature en apprentissage, la relue, et on a fini par une activation avec la fonction sigmoïde. Et pour le seuillage doux, on n'a pas rajouté de flexibilité, on a juste réexprimé la fonction de seuillage avec la fonction d'activation relue qui est un peu similaire.
Mais par contre, on apprend le paramètre de seuil, le seuil qu'on va avoir pour le seuillage. Donc on arrive avec une architecture globale. Donc là, je montre une itération. Donc il faut s'imaginer que l'architecture globale, c'est cette itération, mais définie plusieurs fois. Mais l'ensemble des paramètres à apprendre reste seulement donc, la matrice de modèle, l'ensemble des paramètres θ qui permet du réseau de neurones qui permet d'approximer les séances, et le seuillage pour le seuillage. Donc, dans les expériences que j'ai fait un apprentissage qui est supervisé, où j'ai utilisé, pour le détail, j'ai fait 1000 époques. J'ai utilisé comme optimiseur Adam. Alors, c'est une variante du gradient stochastique qui est très utilisée dans la communauté, avec un pas d'apprentissage de 10-4 que j'ai choisi en faisant des essais-erreurs sur plusieurs zones d'entraînement. Et j'utilise comme fonction de coût pour l'apprentissage supervisé l'erreur quadratique moyenne. Donc pour la question qu'on s'est posée, c'est sur le jeu de données d'entraînement. Puisque donc, la radioastronomie, ça fait partie de ces domaines où on n'a pas forcément de vérité terrain et on a envie d'avoir une interprétabilité sur le résultat qu'on va avoir. Mais donc on a vu que dans la communauté, il commence à y avoir, comme je le disais, de l'apprentissage qui est fait pour faire de l'imagerie, et les jeux de données qui sont entraînés sont souvent basés donc pour ce cas-là, pour cet article-là, sur des ellipsoïdes gaussiennes pour modéliser les galaxies qu'on va chercher à reconstruire. Car c'est une bonne modélisation en tout cas de l'image qu'on s'attend à voir. Et donc c'est un peu sur cette idée qu'on est. Alors cette image-là, c'est une image réelle que je montre là, c'est pas une image simulée. Et donc c'est un peu sur cette idée qu'on est parti, mais moi donc, dans un cas qui est pour l'instant plus expérimental, où j'ai modélisé un ciel qui serait composé donc, de 2 sources gaussiennes. Mon jeu d'entraînement est composé d'un ciel qui est composé de 2 sources gaussiennes, où la position est fixe, donc je sais quelle direction du ciel je cherche à observer et ce que je m'attends à voir, mais par contre avec une puissance des sources qui va varier, et un étalement aussi qui varie. Donc c'est à partir donc je génère un certain nombre d'images, une mini-image, à partir desquelles je génère donc des visibilités sans bruit. Donc ça correspond aussi à un radiointerféromètre précis, parce que donc, le passage où je passe de l'image aux visibilités, c'est pour un radiointerféromètre précis, donc c'est une couverture du plan UV précis. Et ensuite, j'ai considéré 2 scénarios. Un premier scénario où, à ces visibilités sans bruit, on rajoute un bruit qui est hétérogène, mais d'une distribution où l'algorithme classique serait plus conforme. L'algorithme que j'ai proposé au début serait plus compliqué à dériver, donc on a choisi la K-distribution, par exemple. Donc ça correspondrait à modéliser les interférences de radiofréquence d'une autre manière. Donc ce qu'on voit dans les résultats que j'ai eus, c'est que quand je regarde pareil pour les mêmes métriques que tout à l'heure, l'apprentissage ajoute quelque chose lorsque je me compare à un EM qui modélisait, comme tout à l'heure, une unité de distribution. Donc alors on ne voit pas très bien là sur les images, mais il y a un peu plus d'artefacts sur l'image qui est unité de distribution, qui suppose une unité de distribution. Donc ça, c'est pour un premier scénario, on montre qu'il va y avoir un impact sur que si on modélise dans notre jeu d'entraînement correctement les bruits auxquels le radiointerféromètre est soumis, on va pouvoir avoir un algorithme qui va potentiellement être plus robuste. Quand tu assumes la distribution T, le paramètre mu, comment on peut le choisir? Parce que je pense que si tu essaies de varier un peu les paramètres. J'ai essayé avec 2 valeurs, avec 10 et 3. Mais c'est vrai que là, c'est intéressant de voir un qui estime aussi le paramètre mu. Parce que c'est avec mu, ça peut avoir un gros impact sur. Oui, ça peut avoir, oui, tu peux voir des résultats très différents dans celui-là, je pense. D'accord. Oui. Et ça, c'était donc pour le premier scénario. Et donc, pour le second scénario, c'est donc ce que je vous disais, l'idée de pourquoi est-ce qu'on va apprendre le modèle, c'est pour essayer d'être robuste aux erreurs de modèle, à la possibilité d'avoir des erreurs de calibration. Donc, les radiointerféromètres, au-delà des bruits aléatoires auxquels ils sont aussi soumis à des bruits systématiques, enfin des effets qui sont systématiques, qui peuvent être modélisés physiquement. Par exemple, la propagation dans la sphère va être modélisée par un déphasage, par exemple. Une partie, en tout cas, par un déphasage.
les gains électroniques aussi, des gains complexes, des lignes des guidons. Vont aussi avoir. Et donc ces effets-là sont calibrés donc, dans une étape de calibration, mais la variabilité de ces effets-là fait qu'au moment où on va faire notre image avec les données, la calibration, il va y avoir une petite erreur de calibration qui peut rester. Et donc c'est ce que j'ai modélisé aussi dans mon jeu de données d'entraînement ici, en rajoutant un bruit multiplicatif gaussien de moyenne 1, avec une variance que je règle, donc, qui règle finalement à quel point il y a des erreurs de calibration. Donc, ce qu'on voit là, c'est que, là, encore une fois ici, l'apprentissage peut avoir un intérêt si on modélise correctement ces erreurs de calibration. Là, on va avoir donc de meilleurs résultats pour les métriques auxquelles on s'est intéressé. Et donc, ce qu'on voit ici sur cet exemple d'image, alors c'est juste un exemple, mais lorsqu'on fait l'apprentissage, on voit bien qu'il y a deux sources. Dans le cas où j'ai juste gardé mon modèle classique, on a l'impression plutôt qu'il y a une source étendue. Ça pourrait être intéressant sur les images. Ça pourrait rapporter quelque chose, en tout cas, de faire de l'apprentissage dans ce cas-là. Pour une MISTA, il essaye d'estimer les calibrations. Non, justement, ouais. Après, l'idée, c'est de se comparer à ça avec un algorithme qui essaierait aussi d'estimer des gains. En plus, ouais. Pour voir si... Ou en tout cas, faire des boucles de self-calibration qui, normalement, donc, vont itérativement faire une image, recalibrer, refaire une image, recalibrer. Donc, peut-être que ça donnerait quelque chose de mieux. C'est ça que... Oui, parce que le NAPRI, il a été entraîné sur des données qui avaient des erreurs de calibration. Voilà, qui modélisent des erreurs de calibration. Lui-même, il prend comme ça. Alors, voilà. Le MISTA, il dit la calibration, tout ça. Je dis la calibration, mais voilà, c'est ça. Elle ne le joue pas. Parfait, monsieur. Bon, donc on s'attend quand même à voir ces résultats-là. Mais donc là, on montre surtout l'intérêt de pourquoi c'est intéressant d'apprendre. Mais après, justement, l'idée, ce serait d'avoir déjà de tester sur des images qui sont plus complexes. Parce que là, elles sont relativement petites, j'ai que deux sources. De comparer aussi donc, avec effectivement un MISTA qui prendrait en compte la calibration, mais aussi avec des méthodes d'apprentissage. Parce qu'il y a que je citais tout à l'heure, donc c'est des méthodes d'apprentissage qui s'entraînent pour plusieurs PSF, mais qui perturbent aussi un petit peu pour aussi essayer de prendre en compte l'effet d'erreur de calibration. Donc essayer de se comparer à ça, ce serait aussi intéressant. Et un problème que j'ai avec cette architecture-là, c'est que donc j'apprends toute la matrice du modèle, et donc elle dépend de la taille du nombre de pixels. Et donc si je veux faire des images grandes, il faut que je fasse un apprentissage sur des grandes tailles d'images. Si je veux faire des images plus petites, il faut faire un apprentissage sur des plus petites tailles. Donc pour ne plus avoir ce problème-là, ce que j'aimerais essayer, ce serait d'essayer d'introduire le modèle de FFT, et là, je vais avoir une FFT, et d'apprendre plutôt donc, des couples de convolution qui vont simuler l'interpolation des coordonnées du point UV. Et donc là, ce serait plus dépendant de la taille de l'image. Je pourrais essayer, l'apprentissage aussi, il y aurait aussi moins de paramètres à apprendre. Donc ce serait essayer ça et se comparer donc, après sur plus de méthodes. Voilà, merci de votre attention.